Salut les cubeurs, Baldur's Gate 3 vient de fêter ses 3 ans le 4 août 2026 très exactement, et comme chaque année, l'Ariane Studio a déterré pour l'occasion ses statistiques officielles. 5 images, des dizaines de chiffres, et je vous le dis tout de suite, cette année c'est le cru le plus sombre, parce qu'entre la révélation du PNJ le plus massacré du jeu et les 9122 joueurs exactement qui, je cite la presse anglophone, devraient être emprisonnés immédiatement, il y a de quoi faire. Alors, comme en 2024, comme en 2025, je vous propose de parcourir une à une 5 images de statistiques officielles et inédites publiées par l'Ariane Studio. On ne va pas se contenter de les lire, on va les analyser, les remettre en contexte et surtout se poser la question rituelle de cette série: êtes-vous dans la majorité des simples mortels ou dans la minorité des élus de Faerûn? Est-ce que vous faites partie des gens normaux qui caressent, gratouillent, ou des quelques milliers de dingues qui jouent au jeu en format short, en format vertical façon TikTok? Ce n'est pas une blague. Et en fin de vidéo, on parlera de l'avenir, Baldur's Gate 4, Divinity et la chaîne de votre humble serviteur. Vous êtes prêts les cubeurs? Alors, ça part de là. Première image, et l'Ariane attaque directement par les mods. Le visuel annonce 500 millions de mods téléchargés et 13 000 mods mis en ligne, toutes plateformes confondues, Xbox, PlayStation, PC. Et je vois déjà les plus fidèles d'entre vous froncer les sourcils. Attends Maître Cube, l'an dernier tu nous avais dit 265 millions. Et ben ouais, exactement 265 millions de téléchargements et 8500 mods en août 2025. Un an plus tard, on est à 500 millions et 13 000 mods. Le jeu a quasiment doublé son compteur de téléchargement dans sa 3e année. À un âge où la plupart des jeux solo sont en EHPAD numérique, il faut le dire, à moitié oublié entre deux soldes Steam, Baldur's Gate 3 accélère. Et remettez ça en perspective une seconde, le support officiel des mods dans BG3 n'existe même pas depuis 3 ans. Il est arrivé avec le patch 7 en septembre 2024, plus d'1 an après la sortie du jeu. Souvenez-vous, dans ma toute première vidéo de statistiques, le mot mod n'apparaissait nulle part dans les chiffres de l'Ariane. À l'époque, on comptait les baisers donnés à Ombrecoeur et les paladins humains. 3 ans plus tard, c'est la statistique d'ouverture, celle que le studio met en vitrine avant toutes les autres. Ce n'est pas un hasard, c'est le sujet dont l'Ariane est le plus fier, parce que c'est celui qui garantit que le jeu leur survivra, à la façon d'un The Witcher 3 par exemple, sorti il y a 12 ans, pour lequel on a appris d'ailleurs la sortie prochaine d'un DLC officiel, Songs of the Past, qui devrait voir le jour en 2027. Mais le plus fou, c'est que le chiffre de l'image, c'est en réalité la version modeste de l'histoire. Le jour même de l'anniversaire, Sven Vincke, le patron de l'Ariane, a posté sur X un message de 2 mots, 1 billion, soit 1 milliard. Alors pourquoi l'image que nous avons sous les yeux dit 500 millions alors que le Big Boss évoque 1 milliard? Parce que tout simplement, les deux chiffres ne mesurent pas la même chose. Les 500 millions, c'est ceux qui passent par le gestionnaire de mods intégré au jeu, celui qui est arrivé avec le patch 7. Mais à côté de ça, il y a l'autre continent du modding, j'ai envie de dire, Nexus Mod, le site historique des modeurs PC. Et Nexus, de son côté, affiche plus de 509 millions de téléchargements pour BG3. 500 d'un côté, 509 de l'autre, vous additionnez et vous obtenez le milliard de Sven. 1 milliard de téléchargements de mods en 3 ans. Pour vous donner un référentiel, parce que tout est une question de référentiel dans la vie, le roi incontesté de la discipline, c'est Skyrim, avec environ 6 milliards de téléchargements. Sauf que Skyrim a 13 ans d'avance sur BG3. Sur Nexus, Baldur's Gate 3 est déjà le 7e jeu le plus modé de l'histoire de la plateforme et le premier parmi tous les jeux sortis ces 10 dernières années. La presse anglophone commence d'ailleurs à poser la question qui fâche: est-ce que BG3 est en train de devenir le prochain Skyrim? Le jeu qu'on réinstalle tous les 2 ans parce que la communauté l'a transformé en autre chose. Et Vincke, quand on lui a demandé sa réaction, a eu cette phrase que je trouve magnifique. Okay, now it's yours, fully. Maintenant, il est entièrement à vous. Le studio a rendu les clés, le jeu appartient aux joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces clés? Eh bien, regardez l'image justement pour illustrer cette statistique. L'Ariane n'a pas choisi un mode de quête épique ou un compagnon inédit. Non, avec l'humour dont ils sont coutumiers, ils ont choisi en haut une Lae'zel intégralement chauve, le fameux Bald Mode, le crâne d'œuf pour tout le monde.
et en bas le Car Wild Shape où on peut se transformer en voiture. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 1 milliard de téléchargements, 13 000 mods uploadés et l'humanité a voté ce qu'elle voulait, c'était la fin de la grève des cheveux et un crossover entre Cars et Baldur's Gate 3. C'est systématiquement débile mais c'est toujours inattendu et c'est ça qu'on aime. Alors personnellement, je n'ai jamais testé ces deux modes et plus généralement, je joue la plupart du temps sans aucun mode, à part certains purement cosmétiques, avec de nouvelles tenues pour les personnages par exemple, donc aucun qui dénature le jeu, exception faite de Rise of the God Members que j'ai réellement testé et dont je parle dans le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Mais je serais curieux de savoir avec quel mode vous expérimentez Baldur's Gate 3, surtout si vous avez des modes complètement absurdes à me conseiller, tels que ceux mentionnés pour ce 3e anniversaire, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Deuxième image et on entre dans le dur, l'Ariane a compté les morts chez les PNJ que vous pouvez rencontrer dans l'aventure, toutes parties confondues. Et le podium, je vous le donne dans l'ordre, Zevlor 12,31 millions de morts, Rolan 8,62 millions, Isobel 7,20 millions, suivent Volo à 4,62 millions, Barkus Vroot à 2,66 millions et Alfira à 2,62 millions. Alors reprenons posément parce que chacun de ces chiffres raconte une histoire différente. Zevlor d'abord, 12 millions, le commandant Tifelin, le protecteur des réfugiés, l'homme qui n'a jamais eu une seule journée tranquille de toute sa vie et qui essaie envers et contre tout de sauver les siens. Est-ce que ça veut dire que 12 millions de joueurs sont des monstres qui l'ont éliminé sciemment ? Je ne pense pas. Mon hypothèse, c'est que Zevlor est surtout le PNJ le plus exposé du jeu. Il est en première ligne à l'assaut du bosquet, dans les deux camps selon votre alignement. On le retrouve dans la colonie de l'Absolu en acte 2. Cet individu passe le jeu entier sur des zones de guerre. Selon moi, une partie de ses morts, ce sont des échecs de combat, des meurtres provenant d'autres PNJ, mais pas forcément des meurtres qui proviennent de personnages joueurs directement. Pour une grosse partie des 12 millions en tout cas. Après, pour le reste, il y a sans doute des assassinats en règle par les joueurs selon qu'ils aient embrassé la cause des gobelins ou celle des druides. Roland ensuite, 8,62 millions. Franchement, j'aurais pas misé sur lui en deuxième position de la même manière que je n'aurais pas misé sur Zevlor d'ailleurs en première, cela dit. Mais pour lui aussi, je pense que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non, plus sérieusement, les deux catégories à mon humble avis, c'est ceux qui ont échoué à le sauver des ombres dans le contexte de l'auberge de la dernière lueur, ça arrive, le timing est traître, et ceux qui, après la 14e réplique condescendante du monsieur, ont estimé que les royaumes oubliés se porteraient très bien sans lui, c'est sans doute pas le perso le plus apprécié des joueurs. Isobel maintenant, 7,20 millions, et elle, c'est un cas d'école parce que sa mort est probablement la plus lourde de conséquences de tout le jeu. Vous connaissez la scène, alors attention spoiler alerte pour les plus nouveaux parmi vous qui découvrent Baldur's Gate 3, vous arrivez à l'auberge de la dernière lueur, à peine le temps de poser vos sacs que Marcus débarque avec ses ombres pour l'enlever. Si Isobel tombe, ce n'est pas juste un PNJ qui meurt, c'est sa protection qui s'éteint et c'est tout le dernier refuge de l'acte 2 avec tous ses habitants qui basculent dans la malédiction. Une partie de ces 7 millions de morts, ce sont donc des combats ratés aux conséquences apocalyptiques, le fameux moment bon allez je recharge ma save, enfin pour ceux qui ne jouent pas en honneur. Et puis Volo, 4,62 millions de morts, l'écrivain le plus fanfaron des royaumes oubliés, l'homme qui vous plante une aiguille dans l'œil en toute décontraction. Alors oui, le coup de l'aiguille, c'est un peu violent, mais c'est pour votre bien, et c'est le joueur qui fait son choix. Mais franchement, qui tue Volo ? Qu'est-ce qu'il vous a fait à part un monologue de trop ? C'est vrai qu'il est présomptueux comme Roland, mais ça me semble vraiment incroyable qu'il soit tué autant de fois quand même. Je sais pas si vous voyez une explication à cette stade de votre côté, mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas personnellement. Barkus arrive en 5ème position avec 2,66 millions de morts et un astérisque nous précise, je cite, 2,1 millions d'entre vous ont accidentellement éjecté Barkus Vroot depuis un moulin. Avec accidentellement entre guillemets, c'est les guillemets les plus lourds de sens de l'histoire de la communication vidéoludique. Alors, évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous ont la scène bien en tête, le moulin près du camp des gobelins, le gnome ligoté sur une des ailes, deux leviers, un levier qui freine la vitesse du moulin, un levier qui ne freine pas du tout.
et 2,1 millions de personnes qui se sont dit « Bon, on va bien voir » ou « Tiens, c'est marrant, on va activer le premier levier sans réfléchir ». Et là, c'est le drame. Un gnome en orbite au-dessus de la côte des épées, vous êtes 2,1 millions à avoir activé volontairement ou involontairement le levier mortel. Et j'en fais partie, je l'avoue. Maintenant, 2,1 millions qu'on soustrait à 2,66 millions, ça signifie tout de même qu'on a un demi-million de morts de Barcus passés au fil de l'épée, ou oxy par une flèche, ou par la magie. Bref, donc ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui, au-delà de cette histoire de moulin, ont oxy Barcus Vroot, on va dire sciemment. On bascule maintenant sur la partie basse gauche de l'image avec le pourcentage de morts causés par les joueurs sombre pulsion versus, j'imagine, les joueurs qui n'ont pas choisi ce background, ce passif. Larian a eu la finesse de séparer les tueurs professionnels, ceux qui jouent l'origine Dark Urge, littéralement écrite pour le meurtre, des joueurs soi-disant normaux. C'est plutôt cool, sauf que là, les masques tombent en fait, parce que Isobel avec 62% de ses morts qui viennent des Dark Urge, ok, c'est un contrat, c'est l'Héritasfel vous le commande, c'est le scénario RAS. Zevlor avec 49%, et étant donné qu'on a vu précédemment que c'était le PNJ le plus tué, la stat ne me choque pas non plus, dans la mesure où, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il meurt 49% du temps dans les parties avec un sombre pulsion interprété par le joueur, contre 51% du temps dans les parties où le joueur n'a pas sélectionné au début de l'histoire le background Dark Urge. Par contre, Alfira à 48%, alors ça c'est chaud quand même. Est-ce que vous voyez le problème? Parce que là ça veut dire que 48% de ces morts viennent des sombres pulsions. Ce qui veut dire que 52%, la majorité, viennent des joueurs qui n'avaient aucune excuse scénaristique à tuer Alfira. Spoiler alert de nouveau, le joueur Dark Urge tue Alfira dans une cinématique, c'est le jeu qui l'impose. C'est assez difficile d'éviter cette mort, mais pas impossible. Je vous avais donné la technique dans une vidéo pour laquelle je remets le lien en haut à droite de votre écran. Mais un joueur gentil qui n'a pas opté pour le rôle sombre pulsion, personne ne l'a obligé à trucider la pauvre barde qui n'avait rien demandé. À juste titre, la presse anglophone s'est engouffrée là-dedans. PC Gamer a titré en substance « Vous êtes tous des monstres ». La citation, franchement, me paraît entièrement justifiée, tout simplement parce que, et vous me reprendrez si je sors une bêtise grosse comme Tiso Baltorm, on devrait normalement avoir 99% de meurtres d'Alfira par un PJ Dark Urge. Sauf que, si on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on peut également déduire qu'une partie des joueurs sombre pulsion assomme Alfira volontairement avant la nuit fatidique, coup non létal, elle tombe dans les pommes, et le jeu envoie à sa place une barde de remplacement, Plume le Jargon, cette pauvre femme dragon dont le seul rôle dans l'existence est de mourir à la place de la Tiflin. Et ça, mes chers cubeurs, permettez-moi quand même un instant d'autosatisfaction, parce que je vous l'expliquais dans la vidéo que j'avais faite en 2023 ou 2024, me semble-t-il, et 2-3 ans plus tard, les statistiques officielles de Larian confirment le phénomène à l'échelle mondiale. Les joueurs qui devraient être maléfiques se contorsionnent pour sauver la gentille barde, Alfira, tandis que les héros de la lumière, soi-disant, la poignardent par curiosité. Le bien, le mal, c'est toujours une question de point de vue, je sais. The Jedi use their power for good. Good is a point of view, Anakin. Mais la lecture de cette stat, elle est quand même assez sidérante. De mon côté, sauf lors de la première run, j'ai toujours sauvé Alfira. J'ai sans doute accidentellement buté Barcus au moins une fois, pour reprendre les guillemets de l'Arian Studio. J'ai déjà éliminé Isobel, ça m'est arrivé de perdre Zevlor au combat. Par contre, je ne l'ai jamais assassiné sciemment, pas plus qu'au Roland. Je réfléchis, mais je crois pas qu'il y a des PNJ que je tue délibérément, en fait, par sadisme ou par énervement ou pour me défouler. À la limite, Kaga, la druide qui veut laisser Arabella se faire mordre par un serpent, ou encore Marina qui ne vous remercie même pas de l'avoir sauvé des griffes de la guenaude. Elles sont assez détestables quand même. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas les retrouver dans ce classement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, il y a une manière dont ce classement a été effectué qui m'échappe, peut-être. Mais clairement, si on reprend le premier histogramme, j'aurais vu davantage de meurtres de Kaga, de Marina,
plutôt que de Barkus ou Alfira. Alfira, je pense qu'elle n'est qu'à 2,62 millions et donc qu'en 6ème position parce que Dark Urge n'est pas tant joué que ça par les joueurs. De mémoire, il y avait cette stat précisément dans une de mes anciennes vidéos et par conséquent, Dark Urge peut jouer, ajouté au fait que lorsqu'on le joue, on met en place la technique improbable pour ne pas tuer Alfira. Ça explique sans doute la 6ème position et les 48%. Toujours sur cette deuxième image, en bas à droite, Larian répond à une question que je trouve ultra intéressante. Avec quelle arme avez-vous porté les derniers coups au cerveau géant sur la battle finale? Le top 5, Gontre Mael, l'arc légendaire loin devant, avec 33,4 millions d'utilisation. Puis la tueuse de géants de Balduran, 25,5 millions. Le bâton de l'empereur, 22,6 millions, l'arbalète fabriquée de Gortash, 20,3 millions, et l'arbalète de point feu infernal, je n'ai plus la traduction française exactement en tête, 19,6 millions. Les 4 derniers sont assez serrés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? D'une part que le combat final est une affaire de distance, 3 armes à projectiles dans le top 5, et franchement, quand la cible est un cerveau de la taille d'un quartier du 8e arrondissement de Marseille, je dis n'importe quoi, flottant au-dessus du vide, entouré de dragons, oui, l'idée de le taper à l'épée demande un petit supplément de conviction. D'autre part, quand vous êtes des gens rationnels, ce sont toutes des armes légendaires d'acte 3, ramassées dans la dernière ligne droite. Gontre Mael, il faut quand même abattre un titan pour l'obtenir. La tueuse de géants, c'est dans le trésor d'Ansur. Bref, ce classement, c'est le CV de fin de partie des joueurs sérieux qui vont choisir les armes les plus puissantes. Mais moi, ce que je trouve amusant dans cette stat, c'est le bâton de l'empereur en 3ème position. 22,6 millions de fois, des joueurs ont achevé le cerveau final avec le bâton personnel de l'empereur. Selon votre run, c'est soit un hommage vibrant à votre allié flagelleur préféré, soit, et je soupçonne que c'est majoritaire, une magnifique ironie dramatique, finir le boss final avec, spoiler alerte, les affaires de celui qui vous a menti pendant 3 actes. Il y a des gens pour qui la vengeance est un plat qui se mange avec un bâton plus 3. Et d'ailleurs, en parlant de vengeance, regardez les 2 dernières places du classement, l'arbalète fabriquée de Gortash et l'arbalète de point feu infernal, 2 armes sorties tout droit de l'arsenal du Seigneur de Fer et de ses enfers. Autrement dit, des millions de joueurs ont conclu l'aventure en retournant contre The Netherbrain, le cerveau, les jouets de ceux qui voulaient s'en servir pour dominer le monde. Si vous jouez avec Karlach dans l'équipe, avouez qu'achever cette histoire avec du matériel estampillé Gortash, ça a une saveur particulière. C'est plus de l'optimisation, c'est vraiment de la poésie balistique. Personnellement, je n'ai absolument aucune idée quant au fait de savoir si le coup final mis au Netherbrain de mon côté est venu plus souvent de telle ou telle arme. D'ailleurs, ça aurait été top de savoir comment se positionnent les sortilèges dans ce classement. Par exemple, est-ce qu'un rayon ardent a été utilisé davantage de fois que la tueuse de géants pour venir à bout du Netherbrain? On aura peut-être cette information dans les stats de l'an prochain, qui sait. Passons à la 3ème image, 4 objets, 4 destins et un grand écart statistique comme j'en ai rarement vu. En haut à gauche, le sang de la tendre, la masse solaire légendaire cachée dans la crèche Githyanki. Tenez-vous bien, les joueurs qui l'ont trouvé l'ont utilisé en combat 670 millions de fois. Et Larian précise presque admiratif, alors même qu'elle se trouve dans une région entièrement optionnelle. C'est l'une des 2 armes les plus utilisées de tout le jeu. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement le détour par la crèche est le secret le moins bien gardé de Faerun. Une arme légendaire dès l'acte 1 qui brille, qui soigne, qui aveugle les morts vivants et qui vous ressuscite. Évidemment que tout le monde y va, c'est le pèlerinage obligatoire, Lourdes et le Vatican n'ont qu'à bien se tenir. En haut à droite, changement d'ambiance, puisqu'on parle de la crèche. Larian signale qu'un certain Nutbuster, un caillou qu'on pourrait traduire par casse-noix, mais qui a le double sens de casse-bonbon en plus vulgaire, si vous voyez ce que je veux dire, a été utilisé comme arme dans 2 combats. Ce genre de stats avec des chiffres extrêmement faibles, ça me fait toujours halluciner parce que quelque part sur cette planète, il existe 2 personnes qui ont regardé une armurerie Githyanki remplie d'épées d'argent millénaires en tout genre
et qui se sont dit non, le caillou, je vais utiliser le caillou. Si vous êtes l'une de ces deux personnes et que vous parlez français, manifestez-vous en commentaire, je veux tout savoir. La probabilité est ridicule, mais j'y crois. Dites-moi, je sais pas, si vous êtes géologue, si vous êtes fan de Bert dans Big Bang Theory, si votre conte préféré c'est le petit poussé, je veux savoir ce qui vous pousse à utiliser un nutbuster plutôt qu'une véritable arme. En bas à gauche, on remonte en gamme, le Morgenstern Twist of Fortune, le coup de pouce du destin en français avec son action unique Blood Money, utilisé dans 28 millions de combats. Et là, il faut que j'explique la mécanique pour ceux qui ne l'ont pas forcément bien en tête parce qu'elle est diaboliquement belle. Les dégâts de Blood Money dépendent de l'or que transporte votre cible. D'où la technique que l'Ariane évoque avec une pointe de fierté, le pickpocket inversé, on pourrait appeler cette technique comme ça. C'est-à-dire que vous vous approchez discrètement de l'ennemi avant le combat à venir. Vous glissez votre bourse de pièces d'or dans ses poches, vous lui faites une sorte de don, on va dire, un petit cadeau empoisonné. Et ensuite, vous le fracassez avec des dégâts proportionnels à sa fortune toute neuve. Vous financez votre propre victime en quelque sorte, c'est de l'investissement à retour immédiat. 28 millions de combats réglés par ce que j'appellerais la philanthropie offensive. Même Raphaël n'aurait sans doute pas osé rédiger ce contrat-là. Et en bas à droite, le sommet, le pouce scraper, la gratte-bouse rouillée, on va dire, l'outil qui sert, je cite la description, à creuser des trous et des tombes, utilisé en combat 4 fois dans tout l'acte 3, là où le sang de la tendre affiche 670 millions d'utilisations, le gratte-bouse en affiche 4. Alors c'est ça que j'adore dans ces images, l'Ariane met dans le même cadre la statistique la plus écrasante du jeu et la plus dérisoire, la plus microscopique. 4 personnes seulement ont affronté les horreurs de Baldur's Gate armées d'un grattoir à excréments. J'en ai vu des choix d'équipement douteux, mais alors celui-là c'est quand même quelque chose. La 4e image, c'est carrément un portrait psychologique en 4 cases, accrochez-vous. Première case tout en haut, les endroits où vous avez saoulé votre groupe avant d'entrer en combat. Quand je dis saoulé, comprenez alcoolisé, même si je ne doute pas qu'on Conqueror, Lae'zel et les autres ont pu être saoulés par les choix que certains d'entre vous avaient pris dans votre aventure. On est donc sur un podium géographique de la picole tactique. Numéro 1, les thermodites par l'ombre. Numéro 2, la Basseville. Numéro 3, la traversée du Wyrm. Et je trouve le numéro 1 très parlant, l'acte 2, sa malédiction, son désespoir ambiant, son auberge de la dernière lueur qui est littéralement le dernier pub avant la fin du monde. Alors évidemment qu'on boit là-bas, c'est l'endroit du jeu où l'alcoolisme est quasiment du roleplay légitime. Bon, la Basseville aussi, me direz-vous, ça m'étonne pas forcément non plus. Mais l'Ariane ajoute le détail qui tue, 34 204 joueurs se sont enivrés spécifiquement avant d'affronter le cerveau géant, le boss final, le combat pour le destin du monde, en s'équipant au passage de la massue Punch Drink Bastard, celle qui tape plus fort quand vous êtes ivre. Et là, chapeau, parce que c'est pas complètement du n'importe quoi au final. Ces gens ont optimisé leur taux d'alcoolémie pour maximiser leurs dégâts. Les fidèles se souviennent que l'an dernier, on avait déjà 2,07% de joueurs qui avaient vaincu 20 ennemis au moins en état d'ivresse. Je me demandais alors combien le faisaient pour l'art, de manière technique et pas de manière complètement débile. Cette année, on a la réponse, 34 204 personnes ont porté le concept jusqu'au combat final. Le moine voix de l'ivresse a gagné la guerre culturelle finalement. Il va remonter peut-être dans une tier list éventuelle. Deuxième case en dessous, money, 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 comme dirait Abba, moins de 1% de tous les joueurs ont réussi à réunir environ 180 000 pièces d'or dans une seule partie. Et symétriquement, moins de 1% on en dépensé plus de 120 000. Jusque-là, une stat de riche versus une stat d'économe classique. Personnellement, je me situe plus dans les 1% qui gardent leur pognon et j'irai plus loin, qui accumulent tout un tas d'objets inutiles en se disant que ça leur servira un jour, les parchemins, les potions, ce qui est dommage parce qu'à la fin du jeu, ce qui devrait être vraiment épique, c'est d'affronter le boss final avec plus rien dans les poches, en étant ruiné, épuisé, sans plus aucune ressource, comme un Bruce Willis à la fin d'un Die Hard. C'est davantage mémorable plutôt qu'arriver avec un magasin entier dans ses poches et un compte en banque illimité pour défoncer facilement le dernier adversaire.
Mais bon, bref, c'est l'unité de mesure choisie par l'Ariane qui m'a achevé. Pour donner un ordre de grandeur de ces 120 000 pièces d'or, ils n'ont pas dit l'équivalent de 3 armures légendaires ou encore 40 potions de vitesse. Non, ils écrivent, je cite, c'est environ 24 statues de vous nues achetées à Stony et Bonnie au cirque des derniers jours. C'est désormais l'étalon or officiel de l'économie de Baldur's Gate 3, la statue dénudée à votre effigie. Au passage, respect à celui ou celle qui, quelque part, en possède réellement 24, mais ça, cela ne nous regarde pas. Troisième case en bas à gauche, et là, on touche à l'âme humaine, les sauvegardes. Une poignée de joueurs ont fait plus de 560 sauvegardes manuelles dans une seule partie. Et une poignée encore plus réduite, plus de 1400 sauvegardes rapides. Et l'Ariane d'ajouter avec la tendresse d'un thérapeute, you doing okay there? Ça va vous là? Tout va bien dans votre vie? Non mais attends, là franchement, c'est un truc de dingue parce que 1400 quick save sur une run de 100 heures, je suis en train de calculer, mais ça fait une sauvegarde toutes les 4 minutes en fait. C'est plus de la prudence à ce niveau-là. En gros, ça veut dire que F5, pour eux, c'est un peu une fonction vitale, quoi, comme respirer ou cligner des yeux. En fait, toutes les 4 minutes, ils appuient sur F5. Même pour une run de 200 heures, admettons, ça fait quand même un F5 toutes les 8 minutes. Je trouve ça énorme. De mon côté, je pense pas avoir de toc pour les sauvegardes. Par contre, moi, j'avoue que j'ai ce toc de fouiller chaque pièce et chaque meuble, chaque recoin d'un jeu, et de tout ramasser, même les objets les plus inutiles, comme les assiettes ou les bougies. Alors, me demandez pas, je sais pas pourquoi je fais ça, ça n'a absolument aucun sens. S'il y a un psy parmi vous, faites-moi une analyse gratuite en commentaire s'il vous plaît, ou contactez-moi par mail. Le problème, c'est qu'entre ça et le fait de lire tous les livres que je trouve dans le jeu, mes runs se rapprochent plus de 200 heures que des 100 heures de mon côté. C'est vraiment catastrophique. Quand j'y pense, tout ce temps perdu. Quatrième case en bas à droite, les provisions de camp. 5% des joueurs avaient plus de 2000 provisions en stock au moment de prendre un repos long et 1% en avait plus de 4000, sachant qu'un repos long en consomme 40 de mémoire. Ça veut dire que ces gens se baladent donc avec 100 repos longs d'avance dans les poches, sans nuit complète. Donc je sais pas, ils doivent se dire, écoutez, ils arrivent à l'hôtel, ils se disent, bon non, pas ce soir, on va économiser, puis ils dorment pas quoi. C'est un petit peu l'écureuil qui meurt de faim sur sa montagne de noisettes, pour faire une analogie animale. Et le pire, c'est que, comme je le disais juste avant par rapport à mon côté accumulateur compulsif, je pense, les cubeurs, qu'il y a de fortes chances que je sois dans les 5%. Dans les 1%, peut-être pas. Mais dans les 5%, je pense que c'est probable. Ce qui là encore est parfaitement idiot parce que multiplier les repos longs permet de débloquer pas mal de cutscenes sympas pour faire évoluer vos personnages d'un point de vue roleplay, romance, etc. Donc s'il y a de nouveaux joueurs et joueuses qui me regardent, voilà, faites-moi confiance, dormez et mangez dans Baldur's Gate 3, dans la vraie vie aussi d'ailleurs, IRL, mais dans Baldur's Gate 3, n'hésitez pas, Baldur's Gate 3 c'est pas un jeu de survie, on n'est pas dans Don't Starve Together, donc voilà, allez-y sur le dodo et sur la bouffe. Cinquième et dernière image des stats, et l'Ariane a gardé le plus inexplicable pour la fin, 2 chiffres, 2 mystères. D'un côté, 114 joueurs ont décidé qu'un écran carré ratio 1:1 était la meilleure façon de jouer. De l'autre, 9008 joueurs ont trouvé amusant de jouer en 9/16e. Pas en 16/9e, en 9/16e, le format vertical, le format TikTok, des gens jouent à Baldur's Gate 3, le RPG le plus dense de la décennie, dans un format de story Instagram. Games Radar a fait le calcul que tout le monde attendait, 9008 plus 114, ça fait 9122 joueurs, à emprisonner immédiatement selon eux. Alors moi je veux pas les emprisonner ces joueurs-là, par contre j'aimerais bien les comprendre. Là je m'adresse à toi derrière ton écran, qui es-tu? Joueur vertical, est-ce que tu joues en streaming sur ton téléphone, calé dans le métro? Est-ce que tu as un deuxième moniteur pivoté pour lire du code habituellement et que tu n'as jamais eu le courage de le remettre droit? Est-ce que tu vois les combats comme une immense cage d'escalier? Je sais pas, imaginez l'acte 3 là-dedans, la porte de Baldur, ses complots, dans un couloir de 40 cm de large, la bataille finale contre le cerveau géant cadré comme une vidéo de chat qui tombe d'une étagère. Ça j'avoue, je comprends pas. J'attends vos théories en commentaire. Dans les 9000 joueurs qui font ça, allez, il y en a peut-être, je sais pas, 1000 qui le font pour le challenge, pour la connerie. Et encore que j'en suis pas convaincu parce que j'ai cherché sur YouTube avant de faire cette vidéo
Mais je n'ai rien vu. Par exemple, voilà, je n'ai pas vu de vidéo défi avec un titre en mode je termine Baldur's Gate 3 en format short ou je scroll BG3 comme si c'était TikTok. Admettons quand même qu'il y a 1000 challengers qui font ça pour le fun, mais les 8000 restants, on est d'accord que même les écrans pourris qu'on avait dans les années 90, c'était pas du 16/9 certes, mais c'était pas du 9/16 non plus. Là, franchement, je coince. S'il y a un joueur vertical francophone dans la salle, qu'il se lève et surtout qu'il ne se taise pas à jamais. La section commentaires t'est ouverte, pas de jugement, enfin un petit peu quand même, mais franchement viens, on fait même un podcast si tu veux parce que tu dois être un sacré phénomène. Moi j'ai vraiment envie de comprendre ce qui passe par la tête de ces personnes-là, donc s'il te plaît, voilà, si tu m'écoutes, toi le joueur TikTok, le joueur vertical, manifeste-toi. Bon voilà pour les 5 images, 3 ans après sa sortie, Baldur's Gate 3, c'est 1 milliard de mods, 12 millions de zévlors sur la conscience collective, 2 utilisateurs de cailloux, 4 poètes du Grad-Booze, 34 204 stratèges de comptoir et 9 122 personnes qui jouent dans le mauvais sens. Ce ne sont pas des chiffres, c'est un autoportrait littéralement, le nôtre, et franchement il est plus beau, bourré et de travers qu'il ne le serait bien peigné parce que Baldur's Gate 3 c'est une aventure humaine et c'est avant tout du fun. Mais avant de conclure, prenons 2 minutes pour s'éloigner de ces statistiques rigolotes. Il y a un an, dans ma vidéo des 2 ans, je vais vous parler de plusieurs projets à venir pour l'Ariane Studio dont on ne savait qu'une chose, ce ne serait pas Baldur's Gate 4. Depuis, le voile s'est levé sur au moins un de ces projets, c'est le nouveau Divinity, le retour de l'Ariane sur sa licence, celle qui a tout rendu possible. Vinke l'a décrit comme leur RPG le plus grand et le plus ambitieux à ce jour, en avouant, et venant du bonhomme ça veut dire quelque chose, qu'il n'avait jamais été aussi nerveux avant une annonce. Si vous voulez mon analyse complète du trailer, image par image, avec la question de la fin canon de Divinity Original Sin 2, je vous renvoie à ma vidéo de janvier. Et pour ceux qui espèrent encore un Baldur's Gate 4, rappel des faits, il va se faire. Wizards of the Coast y veillera, mais sans l'Ariane. Le studio l'a confirmé depuis longtemps, ce qui pose une question presque philosophique et ces statistiques anniversaires y répondent à leur manière. De quoi Baldur's Gate est-il le nom finalement d'une licence ou d'une façon de faire des jeux ? Quand je vois 1 milliard de mods, des joueurs qui financent leurs ennemis avant de les frapper et un studio qui répond « le jeu est à vous maintenant », je crois que la réponse des joueurs est déjà faite. Ils suivront davantage la façon de faire, ils suivront davantage l'Ariane Studio et la façon de faire s'appelle désormais Divinity. Ça ne veut pas dire que Baldur's Gate 4 sera forcément mauvais, mais ce que ces 3 années de statistiques racontent, au fond c'est ça. L'Ariane a construit un jeu que les joueurs refusent de lâcher, ils l'ont officiellement remis entre nos mains et pendant que nous on éjecte des gnomes attachés à des moulins et qu'on collectionne les provisions, eux ils préparent la suite avec la pression de ceux qui savent qu'ils ont mis la barre trop haut pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes. Et la chaîne, le maître cube dans tout ça, vous le savez si vous me suivez, le cube tourne et sa face gaming ne regarde plus seulement Baldur's Gate. Je vous ferai prochainement une vidéo sur le jeu que j'ai créé, un roguelike dans lequel on doit monter une équipe de foot avec les personnages de BG3 justement et tenter de remporter la Coupe du Monde. Ça s'appelle Crampons et Dragons, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir tester, à passer une tête, même si vous n'êtes fan ni de roguelike ni de foot, ça me ferait très plaisir. Ou n'hésitez pas au moins à en parler autour de vous parce que le jeu se joue en solo, mais j'aimerais bien qu'on atteigne les 48 joueurs pour lancer un jour un multi, une coupe du monde à 48 joueurs humains que je commenterai évidemment, ce serait incroyable pour moi. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que cette chaîne aborde d'autres RPG et bien évidemment pour revenir sur notre vidéo du jour, dites-moi aussi quelle stat vous a fait rire ou dans quelle stat vous vous êtes reconnu. Je lirai tout et je répondrai à tous vos messages comme toujours. On continuera cette série de vidéos de stats en août-septembre 2027. Enfin, si l'Ariane continue de compter, parce qu'à ce rythme-là, vu qu'ils doivent plancher comme des fous sur Divinity, c'est eux qui vont avoir besoin d'un repos long. C'était le Maître Cube en direct du moulin de la vallée flétrie près du camp des gobelins, où, par sécurité, je ne toucherai à aucun levier, c'est promis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures les cubeurs. Et n'oubliez pas, les dés finissent toujours par s'arrêter de rouler. Mais ce qu'on a osé avant qu'ils commencent à rouler, ça
c'est gravé pour toujours.